Je voudrais réinterroger le ministre de la Justice, comme je l'ai déjà fait, Monsieur le Ministre, avec votre prédécesseur, sur l'évolution des dossiers judiciaires de ressortissants rwandais vivant en Belgique et qu'on qualifie parfois de présumés génocidaires. J'aimerais connaître les informations dont vous disposez en ce qui concerne le suivi du traitement judiciaire des dossiers de présumés génocidaires rwandais vivant en Belgique et dont l'instruction paraît être terminée depuis près d'un an aujourd'hui. Depuis février 1995, pas moins de 28 dossiers ont été ouverts, à charge de plusieurs dizaines de personnes. Il s'agit de dossiers très complexes et vastes, comme vous pouvez le comprendre. Le procureur général Van Oudenhoven prépare des demandes de renvoi devant la cour d'assises dans 2 des 5 dossiers communiqués au parquet. Et si la Chambre des mises en accusation confirme le renvoi, une procédure d'assises devrait pouvoir débuter d'ici un an environ. Jusqu'en 1994, Yolande était infirmière dans la banlieue de Kigali. En ce mois d'avril, elle est devenue Inyenzi, un cancrelat, le surnom donné par les génocidaires aux Tutsis et Hutus modérés. Et comme tout cancrelat, Yolande aurait dû disparaître sous les coups de machette des tueurs. Seulement voilà, la mort n'a pas voulu d'elle. Aujourd'hui, Yolande est soignante dans un home du CPS de Turbeek. Ils séparaient les Hutus des Tutsis. C'est ce qu'ils ont fait, du moins à la barrière où était mon mari. Ils les ont séparés, ils ont dit les Hutus d'un côté, les Tutsis d'un autre. Et après ça, pour être sûr, ils ont contrôlé les cartes d'identité des Hutus pour savoir s'il n'y a pas de Tutsis infiltrés dedans. Ils ont fusillé tout le monde. Cinq ans après, Yolande se sent enfin le courage de revenir là où son mari a été sauvagement assassiné, où reposent ses 3 enfants, où elle a tout perdu. Yolande finance patiemment la reconstruction d'une maison sur les ruines de son ancienne demeure. C'est sa première visite sur le chantier. Là, c'est le salon. Ici, c'est la chambre. Votre ancienne maison a été complètement détruite. Et moi, je pensais refaire ne fût-ce un petit quelque chose pour mettre tous les orphelins que j'ai au pays. Et je n'arrive pas. Et pour revenir habiter vous-même? Moi, je ne sais pas si j'y parviendrai. C'est tellement trop dur pour moi et... Enfin, je ne sais pas. Du moins pour le moment, non. Même rescapée du génocide, Yolande n'existe plus dans son village. Sa propriété a été squattée par des voisins peu scrupuleux. Personne n'a droit de prendre cette parcelle, tu comprends? Même pas un morceau, je ne veux pas. Personne, visiblement, ne s'attendait à ce qu'elle revienne. Tu as ressenti de l'hostilité ici? Bien sûr, parce que
J'arrive, les gens qui me connaissent n'osent même pas me dire bonjour. Je leur dis, vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais. Alors ils disent, oui, je venais te dire bonjour. Voilà, donc c'est hostile d'office, ça se voit. Parce que si je disparaissais, tout serait normal. Mais je suis incapable parce que je suis la seule pour tout le monde. Et je ne sais pas si je pourrais faire quelque chose pour tout le monde, justement. Et c'est très dur. Chez Étienne, ils étaient 6, donc père et enfant, plus la tante des enfants. Ils sont tous morts, il n'y a pas de rescapés. Chez Innocent travaillait au PNUD depuis plus de 20 ans, je crois. Ils étaient combien encore? Sa femme était enceinte. Ils avaient 3 garçons, 2 garçons et une fille. Il n'y a pas de rescapés. Chez moi, mon mari, mes 3 enfants, mon cuisinier, un garçon qui avait fui Gikondo, ont été assassinés chez moi. Je suis la seule rescapée. Donc vous pouvez compter pour savoir combien sont dans la fosse. Ici aussi, j'avais une maison et c'est là que des enfants étaient avec Beata. Et c'est ici que j'ai vu la dernière fois mes enfants. Séparée un moment de ses enfants en fuite, Yolande survivra en se cachant dans des conditions extrêmes grâce à la complicité d'une amie Hutu. Et voilà, c'est ça. Je ne parvenais pas à dire ce que c'est. Donc, c'est ici qu'on lave des trucs sales, les patates douces et les machins comme ça. Et c'est ça. C'est en dessous de ça que je me suis cachée. Et alors, il y a des tuyaux ici que je n'oublie jamais. Voilà, ce tuyau-là. Ils sont si faux. Mais il fallait bien que je mette ça entre mes jambes pour me cacher. Tu as combien de temps 11 jours. À Bruxelles, d'autres rescapés du génocide se sont regroupés pour réclamer que justice soit faite. En mars 1995, leurs plaintes permettent de lancer une instruction judiciaire. J'ai déposé plainte contre le colonel Renzao, qui était le préfet de la ville de Kigali, où a été assassinée ma mère. J'ai perdu ma famille à l'évêché de Kibungo, maman, 3 frères, une sœur et toute la famille. J'ai déposé plainte contre les auteurs du génocide. J'ai porté plainte contre X d'abord et puis contre le bourgmestre de ma commune dans le centre du pays où j'ai perdu la totalité de ma famille. J'ai resté seule. J'ai porté plainte contre le colonel ou le major, je ne sais pas quel grade il avait dans l'armée à cette époque-là, mais il était de ma commune, de la préfecture, toute la préfecture de Kibungo. Les massacres ont été organisés par lui. Pour commencer, j'ai porté plainte contre la Minoire qui assurait une protection rapprochée à ma famille et qui nous a protégés du 7 au 11 avril et qui nous a abandonnés à l'état de Kichukiro avec 3000 autres réfugiés
de Kichukiro qui ont été tués le même jour, en même temps que mon mari. Bon, moi je m'appelle Gassana Ndoba. J'ai porté plainte contre X, notamment contre Vincent Tezimana, pour l'assassinat de mon frère, de sa femme et de leurs enfants, et de plusieurs jeunes qui se trouvaient dans la famille de mon frère au moment des faits. Chargé de l'instruction des dossiers, le juge Damien Van der Merch se rendra plusieurs fois sur place, et notamment à Boutaré. En 1994, le préfet y était Tutsi. Les massacres n'ont commencé que plus tard, mais ils furent parmi les plus importants du pays. Ainsi, le 19 avril, des planificateurs du génocide viennent à Boutaré. Comme signal de départ, ils ordonnent l'assassinat d'une personnalité Tutsi, le professeur Pierre Karenzi. Ces assassins, aujourd'hui, sont connus. Principalement, je crois qu'il faut les rechercher dans le milieu du capitaine Nzeyman, qui est, disons, l'homme clé du génocide. Disons, le fait de lance du génocide à Boutaré. Autour de lui, il faut maintenant retracer tous ceux qui font partie du groupe MND, notamment ceux qui sont originaires du nord du pays, de Gisenyi, le Ngeri, etc. Et parmi lesquels il faut nécessairement citer le groupe de Vincent Tezimana. Professeur de physique à l'université de Boutaré, Vincent Tezimana passe pour un militant politique modéré. Mais une série de témoignages à Boutaré et à Louvain-la-Neuve, où il fit ses études, le décrivent plutôt comme un idéologue de l'extrémisme hutu. L'enquête du juge d'instruction Van der Merch enverra Vincent Tezimana 14 mois en prison, accusé d'avoir participé directement au génocide. Tezimana Vincent, inculpé d'avoir volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur la personne de Pierre Claver Karenzi, d'Alphonsine Mukamuzoni, de Marie-Claire Karekezi, de Nicole Mdumumwe, d'un jeune homme non identifié. Aujourd'hui, le dossier d'instruction établi à la charge de Vincent Tezimana est un des dossiers les plus volumineux, les plus sérieux, les plus lourds concernant l'implication de génocidaires présumés vivant en Belgique, qui existent dans le parquet de Bruxelles, je pense. J'ai d'ailleurs pu y avoir accès puisque je suis plaignant en matière de génocide, et notamment contre Vincent Tezimana, dont beaucoup de faits indiquent qu'il a joué un rôle dans la mort de mon frère, de l'épouse de mon frère et des enfants de mon frère au cours du génocide à Boutaré. Yolande, au cours de son séjour, va retrouver des témoins directs des événements, mais ils hésitent à parler, ils ont peur. Tu connaissais avant ? Oui, comme petite fille. Ça m'étonne qu'elle soit à cet âge-ci. Je me rends compte que je deviens vieille quand je vois les enfants que j'ai élevés être comme elles sont. Tu es content de la retrouver quand même ? Évidemment, je suis très contente, surtout qu'elle soit en vie et qu'elle soit surtout d'accord de parler. Parce qu'il y en a beaucoup qui souffrent et qui ne parlent pas. Et je me dis que c'est une partie de thérapie aussi qu'elle se fait. Pourquoi ne parle-t-il pas ? C'est vrai que c'est difficile de convaincre les témoins de parler de tout ça, même après quelques années. Pour quelles raisons ? Écoutez, les raisons sont plusieurs. Il y a d'abord le traumatisme qu'ils ont subi. Et puis il y a le traumatisme actuel de cohabiter avec les assassins de l'heure. Il suffit de parler pour qu'elles soient mortes demain. Ce témoin, caché dans le plafond, a tout entendu de l'assassinat de la femme du professeur Karenzi. Il y a un groupe de gens qui est venu, ils ont dit à M. Karenzi de sortir de sa maison. Karenzi a d'abord refusé, il disait, il faut me donner un papier pour que je sorte dans ma maison. Ils ont insisté, puis Karenzi a dit sortir, ils ont demandé où est ta femme. Ils ont dit qu'il est à la maison. Il a appelé sa femme, il s'appelait Alphonsine. Et puis nous, comme on était dans le plafond, nous attendons tout ce qui s'est passé, tout ce qu'ils ont parlé ensemble. Ils ont commencé à demander beaucoup de questions à Madame Karenzi. Il faut nous dire si tu es Tutsi. Mais ce que Madame répondait, on n'attendait pas. On attendait seulement celle qui demandait. Karenzi est partie. Et puis, ils ont dit où sont les enfants.
Ils ont dit les enfants, ils sont partis au marché. Après, ils continuent à demander à Madame Karenzi, il faut nous dire si tu es Tutsi. Et puis, ils ont demandé, il faut nous dire une amie de la famille à qui on peut demander si tu n'es pas Tutsi ou si tu n'es pas Imotani. Il a dit, il faut demander à un professeur de l'université qui s'appelle Vincent. Et puis, ils ont téléphoné chez Vincent. Et puis, après, ils ont dit à Madame Karenzi, Vincent vient de nous dire que tu es un Imotani. On va te tuer. Si Vincent n'arrive pas à dire que Alphonsine n'est pas Imotani, il pouvait la laisser. Et il était connu comme quelqu'un d'extrémiste, Vincent? Oui, je crois. Il y a même beaucoup de personnes de Boutali qui savent Vincent. On disait même que c'est lui qui a fait les 10 commandements de Bahutu. Je dément de la manière la plus catégorique possible ces accusations graves et mensongères. Je dois dire que ces témoignages sont contredits par d'autres témoignages directs, corroborés par des faits concrets et irréfutables. Et comme je l'ai souligné tout à l'heure, certains témoins ont avoué avoir été sollicités pour m'accuser d'homicide. Certains y ont même été forcés. Donc ça veut dire que les témoignages dans leur ensemble ne sont pas crédibles, selon vous? Ce n'est pas que selon moi. Il y a des éléments qui, dans le dossier, prouvent que ces témoignages sont contredits ou sont contradictoires. Je connais Vincent Tezimana depuis une dizaine d'années comme collègue, comme chercheur ici. Et pour moi, c'est un homme pondéré, soucieux de dialogue entre points de vue extrêmes parfois. Il a été un des tout premiers, en 92, quand il était encore en Belgique, 2 ans avant le génocide, à dénoncer publiquement, avec un certain courage, à ce moment-là, la création des milices Interahamwe. Ce sont des documents qui existent. Et donc, je le crois tout à fait incapable d'avoir fait ce dont on l'accuse. Bon, je peux me tromper. Si je me trompe, je le dirai. Ça ne me dérange pas. Est-ce que vous avez pu réunir des charges sérieuses contre M. Ntezimana? Oui, nous pouvons le dire aujourd'hui de façon tout à fait positive. Nous avions écrit au conditionnel, en février 1995, par exemple, qu'il était vraisemblablement co-auteur de l'appel à la conscience des Bahutus, qui comporte 10 commandements, appelés les 10 commandements du Mohutu, qui sont véritablement un appel à la haine ethnique. À cette époque, nous ne pouvions pas démontrer de façon absolue cette information, mais entre-temps, par son enquête, le juge d'instruction a identifié la personne qui a tapé le document à Louvain-la-Neuve, qui a dactylographié le document à Louvain-la-Neuve, personne qui a confirmé le fait, qui a reconnu clairement Vincent Tezimana, qui a apporté encore d'autres informations. Je n'ai participé d'aucune manière, ni à la rédaction, ni à la conception, ni à la diffusion de ce document extrémiste, dont je condamne la teneur. Il a distribué ça dans tous les bureaux, dans tout Louvain-la-Neuve. Les gens ont lu ça. Ça, vous pouvez demander à des gens qui étaient à Louvain-la-Neuve à cette période-là. Je suis sûr qu'ils ont lu ça. Peut-être qu'ils n'ont pas compris grand-chose. Les Bahutus, les Tutsis ne comprenaient pas. Parce que bon, il y en a qui ne connaissent pas le Rwanda, ils ne connaissaient pas les problèmes qui se posaient ici au Rwanda. Mais parmi ceux qui ont lu ça, il y en a quand même qui me connaissaient, qui savaient que j'étais réfugié rwandais, qui m'ont demandé, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe là chez vous? Ce tract était le tract que Vincent Tezimana distribuait, l'appel à la conscience des Bahutus, c'était vraiment un appel au génocide. Tout à fait, c'était... Je ne sais pas si vous l'avez lu, parce que c'était un document qui disait que toute personne qui est du sang Tutsi est un serpent qui doit être suivi, on doit être vigilant vis-à-vis de lui. Toute personne qui est proche, toute femme qui est Tutsi, qui est épousée un Hutu, qu'on fasse attention à elle. Toute personne qui est proche de ces gens-là, elle-même, elle est Nyenzi. Ça veut dire quoi, Nyenzi? Nyenzi, c'est les cafards, quoi. Les cafards.